Los Angeles, Californie. Novembre 1992. Dans un petit appartement, un son ne cesse de taper contre les murs comme un compte à rebours. Un téléphone qui sonne. Une fois, deux fois, une troisième fois dans la même semaine. Un homme de 29 ans reste parfaitement immobile, fixant le combiné comme si c'était une gâchette. Son nom est Kevin Mitnick. Et dans environ 60 secondes, il est sur le point de faire quelque chose que la plupart des gens ne voient que dans les films. Il va disparaître. Pas quitter la ville pour quelques jours. Pas s'écraser chez un ami. Disparaître pour de vrai. Couper l'identité, effacer les traces, sortir de sa propre vie comme si elle n'avait jamais existé. L'appel vient de son agent de probation. Mitnick ne répond pas. Non pas parce qu'il est imprudent, mais parce qu'il sait quelque chose que la voix à l'autre bout ne sait pas. Il y a un mandat d'arrêt pour violation de probation, parce qu'il pirate à nouveau. Mitnick se lève, traverse la pièce et ouvre son placard. Il y fouille et en sort un sac qui n'est pas une valise. C'est un kit de survie de fugitif. Préparé il y a 3 mois. Argent liquide, fausses identités, téléphone portable cloné. Le strict minimum requis pour vivre hors réseau. Il est déjà passé par là. 1988, pris. 1 an à l'intérieur. Libéré, il avait promis d'arrêter. Et puis, comme une habitude sans remède, il est retourné au même jeu. Pas pour l'argent, jamais. Pour l'adrénaline, le défi, la preuve personnelle qu'il est plus intelligent que le système conçu pour l'arrêter. Mais la partie la plus dangereuse de Kevin Mitnick n'est pas le code, c'est quelque chose de plus simple, quelque chose d'humain. Mitnick ne pénètre pas les systèmes avec des outils d'abord, il les pénètre avec des gens, une voix amicale, un ton confiant, un titre convaincant. Support informatique, opération réseau, administrateur système. Tout ce qui convient au moment. Et ce qui est effrayant, c'est que ça marche, encore et encore. Parce que le pare-feu le plus solide du monde ne signifie rien si quelqu'un à l'intérieur du bâtiment donne les clés. Ce soir, Mitnick laisse tout derrière lui. Son appartement, sa famille, son nom. Il marche dans l'obscurité et devient une ombre mouvante à travers les États-Unis. Mais cette fois, c'est différent. Il ne fuit pas les flics locaux, il fuit le FBI, une agence qui n'oublie pas, ne ralentit pas et ne s'arrête jamais. Et pendant les 2 années et demie suivantes, Kevin Mitnick deviendra le cybercriminel le plus recherché d'Amérique. Un fugitif, une légende, un fantôme. La chasse à l'homme commence maintenant. Quartier général du FBI, Los Angeles, novembre 1992. Un homme est assis derrière un bureau rempli de dossiers, parcourant un nom qu'il ne connaît que trop bien. Kevin David Mitnick, âge 29 ans, hacker connu, violateur de probation, maintenant officiellement un fugitif. L'homme qui lit le dossier est l'agent spécial Ken Maguire. Il traque la cybercriminalité depuis près de 5 ans. Les hackers ne lui sont pas étrangers. Arrestation, poursuite, peine de prison, il a vu le cycle suffisamment de fois pour reconnaître les schémas. Mais celui-ci est différent. Non pas parce que Mitnick est le hacker le plus avancé techniquement que Maguire ait rencontré, mais parce que Mitnick est quelque chose de bien plus dangereux. Il est doué pour se cacher. Le dossier expose l'historique. À 17 ans, Mitnick a piraté le système de bus de Los Angeles et a créé des laissez-passer illimités. Pas pour le profit, juste pour prouver qu'il en était capable. À 22 ans, il a pénétré Digital Equipment Corporation, volé du code source propriétaire et franchi une ligne que les autorités ne pouvaient ignorer. Cette arrestation a mené à la prison. 1 an à l'intérieur. Libéré en 1989, Mitnick a promis de se réformer. Pendant un certain temps, cela a semblé fonctionner. 3 années calmes. Puis les violations de probation ont commencé. Le même comportement, les mêmes intrusions, les mêmes empreintes invisibles. Maintenant, il a disparu. Maguire commence à tirer les ficelles. Carte de crédit, rien. Compte bancaire, gelé, intouché. Relevé téléphonique, propre. Aucune empreinte numérique. Aucune trace évidente. C'est comme si Mitnick n'avait pas fui. C'est comme s'il s'était évaporé. Mais Maguire comprend les fugitifs. Finalement, ils craquent. Ils se sentent seuls. Ils cherchent à retrouver la vie qu'ils ont laissée derrière eux. Un appel à un ami, un message à une ex, une petite erreur émotionnelle. Alors Maguire tend le piège. Surveillance de la mère de Mitnick, ses amis, toute personne de son ancienne vie qui pourrait avoir de ses nouvelles.
Ce que Maguire ne comprend pas encore pleinement, c'est que la plus grande arme de Mitnick n'est pas la technologie, c'est la manipulation. Mitnick ne force pas les mots de passe. Il n'en a pas besoin, il demande simplement une voix calme, la bonne terminologie, un sentiment d'urgence. Les gens veulent t'aider, ils veulent te résoudre les problèmes. Et quand quelqu'un semble à sa place, les portes s'ouvrent, entreprises, compagnies de téléphone, opérateurs de réseau. Encore et encore, Mitnick extrait en quelques minutes ce qui prendrait des jours ou des semaines aux hackers traditionnels. Et maintenant, ces mêmes compétences le maintiennent libre. Il vit en espèces, se déplace sous de faux noms, utilise des téléphones clonés qui ne laissent aucune trace claire, ne reste jamais assez longtemps pour devenir prévisible. La plupart des fugitifs manquent tant d'argent, ou de patience, ou de discipline. Mitnick, non, il peut fabriquer des identités, générer des revenus discrètement, disparaître dans l'arrière-plan de l'Amérique de tous les jours. Au moment où Maguire réalise que cette chasse ne suivra pas les règles normales, Mitnick est déjà à 2 états de distance, vivant sous un nom qui n'existe pas, travaillant à un emploi qui ne pose pas de questions. Ce n'est pas un sprint, c'est un jeu de longue haleine. Et aucun des deux hommes ne comprend encore pleinement jusqu'où cela va aller. Seattle, Washington, mars 1993, 4 mois après la disparition de Kevin Mitnick. À l'intérieur d'une bibliothèque publique tranquille, il est assis devant un terminal informatique, se fondant parfaitement dans le décor. Les bibliothèques sont des lieux idéaux pour disparaître. Pas de nom, pas de questions, pas de dossier permanent. Mitnick est prudent, méthodique, discipliné. Chaque session était courte, chaque connexion est acheminée, chaque mouvement est calculé. Mais aussi habile soit-il, Mitnick reste humain. Et les humains se sentent seuls. Ils passent un appel téléphonique, un seul, à sa grand-mère. Pas pour partager des informations, pas pour demander de l'aide, juste pour entendre une voix familière et lui faire savoir qu'il est toujours en vie. Il utilise un téléphone portable cloné, copié à partir de l'identifiant cellulaire d'une autre personne, faisant en sorte que l'appel semble provenir d'une personne complètement différente. Sur le papier, c'est intraçable, presque parfait. Mais de retour à Los Angeles, l'équipement de surveillance du FBI détecte quelque chose d'impossible. Un seul identifiant cellulaire apparaît à 2 endroits en même temps, Los Angeles et Seattle. Cela ne devrait pas arriver à moins que quelqu'un ne clone des téléphones. L'appel dure 90 secondes. Pas assez longtemps pour localiser une adresse, mais assez longtemps pour identifier la ville. Seattle. Kevin Mitnick est à Seattle. L'agent Ken Maguire se mobilise immédiatement. Une équipe s'est constituée. Des vols sont réservés ce soir-là. Lorsque l'on chasse quelqu'un comme Mitnick, l'hésitation signifie le perdre à nouveau. Le FBI commence par une logique simple. Mitnick a besoin d'ordinateur. Il a besoin d'un accès à Internet. Mais il ne peut pas utiliser une connexion à domicile. Trop risqué. Alors, où va quelqu'un comme lui? Bibliothèque publique, café, cybercafé. Les agents quadrillent chaque lieu, photo en main, posant la même question. La plupart des gens répondent non. Puis, une bibliothécaire marque une pause. Elle se souvient d'un homme, 2 semaines plus tôt, utilisait le même ordinateur tous les jours pendant près d'1 semaine, puis a soudainement cessé de venir. Maguire le sent. Ils sont proches. Une surveillance est mise en place dans cette bibliothèque et plusieurs autres à proximité. Les agents attendent 3 jours, 5 jours, 1 semaine entière. Rien, parce que Mitnick est déjà parti. Il l'a senti, cet instinct qui l'a maintenu libre. Au moment où le FBI arrive, il a déjà déménagé. Maintenant, il est à Portland. Ville différente, nom différent, vie différente. Il livre des pizzas, payées en espèces, pas de pièces d'identité requises, invisible. Mais il ne peut pas arrêter de pirater, c'est une addiction. Tous les quelques jours, il trouve une autre bibliothèque, un autre terminal, un autre réseau d'entreprises à pénétrer, pas pour l'argent, mais pour prouver qu'il le peut encore. Et chaque fois qu'il le fait, il laisse quelque chose derrière lui. De petites passe-traces, de brèves anomalies, assez pour compter. À Denver, un administrateur système chez Sun Microsystems remarque un accès tardif depuis un compte qui ne devrait pas exister. Les identifiants sont corrects, mais le timing est mauvais. Il le signale.
Le FBI retrace l'accès à une bibliothèque publique et arrive 2 heures plus tard. Mitnick était là. Et maintenant, il est parti. L'agent Maguire s'envole pour Denver, met en place une surveillance, mais Mitnick ne revient jamais. Il est déjà à San Francisco. C'est toujours le même schéma. Le FBI arrive, Mitnick disparaît. Toujours un coup d'avance, toujours en mouvement. Maguire étudie le comportement. Mitnick reste dans une ville pendant 2 semaines, parfois 3, jamais plus longtemps. Il ne répète jamais les lieux. Il est discipliné, paranoïaque et précis. Mais Maguire sait quelque chose sur les fugitifs. Finalement, ils se sentent à l'aise. Finalement, ils commettent une erreur. Mitnick n'a pas encore commis cette erreur, mais il le fera. Los Angeles, juin 1993, 8 mois après le début de la chasse à l'homme. Maguire est assis à son bureau, parlant avec un autre agent au téléphone, discutant de stratégie et de pistes. Ce qu'il ignore, c'est que Kevin Mitnick écoute cette conversation exacte. Parce que Mitnick n'a pas seulement piraté des entreprises, il a piraté Pacific Bell elle-même, l'infrastructure téléphonique sur laquelle le FBI s'appuie. Ils acquiescent l'accès au système de tadach et messagerie vocale, au routage des appels, aux lignes internes. Pendant des mois, il a écouté les agents du FBI parler de la façon de l'attraper, les chasseurs expliquant leurs mouvements, et la proie prend des notes. Quand il se concentre sur Seattle, il part. Quand il s'envole pour Denver, il est déjà ailleurs. Il ne réagit pas seulement, il anticipe. Ce n'est plus du piratage, c'est de la guerre psychologique. Et Mitnick est en train de gagner. Mais chaque jeu de ce type a une faille. Plus on devient confiant, plus on prend de risques. Et Mitnick commence à croire qu'il est intouchable. San Diego, Californie, 25 décembre 1994. Jour de Noël. Tsutomu Shimomura n'est pas censé penser aux ordinateurs. Il est censé être en vacances, séjournant dans le chalet d'un ami près du lac Tahoe, entouré de neige, ski appuyé contre le mur, profitant d'une rare pause de travail. Shimomura est l'un des shinsei et l'un des chercheurs en sécurité informatique les plus respectés au monde. Il a travaillé avec le laboratoire national de Los Alamos, consulté pour la NSA, et bâti sa réputation sur la compréhension exacte de la façon dont les hackers pénètrent les systèmes afin de renforcer ces systèmes. Si quelqu'un sait comment les intrusions se produisent, c'est lui. À 15 ans, son téléphone sonne. C'est un collègue du San Diego Supercomputer Center, et le ton de sa voix est étrange. Quelqu'un a pénétré le poste de travail de Shimomura au travail. Des centaines de fichiers ont été pris, des fichiers de recherche, des communications privées, des techniques de sécurité non publiées. La première réaction de Shimomura est l'incrédulité. Ces systèmes sont fortement fortifiés, plusieurs couches de défense. La meilleure sécurité disponible en 1994. Il en a conçu une grande partie lui-même. Pénétrer sa machine n'est pas censé être difficile. C'est censé être impossible. Mais c'est arrivé. Shimomura ne termine pas ses vacances. Il ne fait pas ses bagages avec soin. Il monte dans sa voiture et roule 4 heures jusqu'à San Diego. Pendant tout le trajet, son esprit s'emballe. Qui a pu faire ça? Et plus important encore, comment? Celui qui a pénétré n'a pas trébuché. Ce n'était pas bâclé ou aléatoire, c'était précis. Lorsque Shimomura arrive, il commence immédiatement à analyser l'intrusion. Ce qu'il trouve est troublant. L'attaquant a utilisé l'usurpation d'IP, IP spoofing, une technique qui forge une adresse IP de confiance afin que la machine cible croie que la connexion est légitime. Les ordinateurs communiquent à l'aide de paquets, chacun estampillé d'une adresse source. Si cette adresse semble digne de confiance, le système répond. Mais TCP/IP exige un timing parfait, un handshake à 3 voix, des numéros de séquence devinés à la milliseconde près. Ce type d'attaque exige une connaissance approfondie des protocoles réseau, des outils avancés et une précision absolue. Shimomura a aidé à concevoir des défenses contre cette méthode exacte. Et pourtant, quelqu'un s'est glissé par une minuscule fenêtre et l'a exploité sans faute. L'attaquant n'a pas seulement obtenu l'accès, il a tout téléchargé. Plus de 100 mégaoctets de données, recherche en sécurité, outils logiciels, fichiers privés, travaux non publiés sur les vulnérabilités des réseaux cellulaires,
y compris des recherches que Shimomura a développées pour la NSA. Ce n'était pas de la curiosité, ce n'était pas le hasard, c'était délibéré. Puis, Shimomura découvre quelque chose de pire, un message vocal d'un numéro masqué. La voix est déformée, moqueuse, confiante. Elle lui dit que sa sécurité n'est pas suffisante, qu'il a perdu, qu'il a été battu. Shimomura écoute le message encore et encore. Ce n'est pas un homme émotif, c'est un scientifique. Calme, logique, contrôlé. Mais ce n'est pas seulement une brèche, c'est un défi, une attaque contre sa réputation et le travail de sa vie. Celui qui a fait ça voulait qu'il le sache. Shimomura commence à établir un profil, la technique, la précision, l'arrogance, le besoin de narguer la victime. Un nom ne cesse de faire surface, Kevin Mitnick. Mitnick a déjà utilisé l'usurpation d'IP. Il cible des systèmes de haut niveau. Il est en fuite depuis plus de 2 ans. Et l'attitude, la façon dont le piratage devient personnel, c'est la signature de Mitnick. Shimomura prend une décision. Il ne va pas laisser cela à d'autres et s'en aller. Il va trouver Mitnick lui-même. Il contacte l'agent spécial du FBI Ken Maguire, l'homme qui poursuit Mitnick depuis 1992. Shimomura ne demande pas d'aide. Il dit à Maguire qu'il se joint à la chasse. Maguire peut coopérer ou s'effacer. Maguire accepte de travailler avec lui, car Shimomura a quelque chose que le FBI n'a pas. Pas seulement une expertise technique, mais une motivation implacable. Il ne s'agit plus de procédure. Pour Shimomura, c'est personnel. Et quand une chasse devient personnelle, l'équilibre des forces change. Raleigh, Caroline du Nord, janvier 1995, 2 mois après l'attaque de Noël. Kevin Mitnick est libre depuis plus de 2 ans. Et pour la première fois depuis longtemps, il commence à se sentir à l'aise. Trop à l'aise. Il est à Raleigh depuis près de 3 semaines, plus longtemps que sa limite habituelle, plus longtemps que ce qui est sûr. Mais il aime ça ici. L'appartement est bon marché. Internet est rapide. Personne ne pose de questions. Le confort est dangereux. Mitnick est toujours prudent, mais de petites habitudes se forment. Il appelle un ami en Californie en utilisant un téléphone cloné. L'appel dure 15 minutes. Il rit, parle du bon vieux temps. Il ne remarque pas la récurrence. Même ami. Même heure de la journée, même durée. Les habitudes sont mortelles. Il commande des pizzas à son appartement. Utilise un faux nom, paie en espèces. Mais c'est toujours une livraison, toujours une vraie adresse, toujours un lieu lié à lui. Il visite la même bibliothèque publique 3 fois par semaine, s'assied au même ordinateur, aux mêmes heures. La bibliothécaire le reconnaît maintenant, sourit, demande comment se déroulent ses ses recherches. Mitnick sourit en retour, ignorant qu'il devient mémorable. Et être mémorable est l'opposé d'invisible. Son piratage devient plus audacieux. Il ne se contente plus de lire des fichiers. Il teste les limites, pénètre les systèmes de messagerie électronique des entreprises, lit les communications des dirigeants, données financières, plans de fusion. Il ne vend pas l'information, il ne l'utilise pas, il la lit parce qu'il le peut. Et chaque accès laisse derrière lui des journaux, des horodatages, des données IP, de minuscules cicatrices numériques s'accumulant quelque part dans des serveurs à travers le pays. De retour à Los Angeles, l'agent Ken Maguire remarque quelque chose de familier. Des anomalies cellulaires, des signatures de téléphones clonés, plusieurs détections, toutes pointant vers la Caroline du Nord, spécifiquement la région de Raleigh. Seuls, les signaux pourraient signifier n'importe quoi. Mais Maguire chasse Mitnick depuis 2 ans. Il reconnaît le rythme, il appelle Tsutomu Shimomura. Shimomura étudie les données, le saut de fréquence, le timing, le comportement de connexion. La signature est indubitable. Ce n'est pas n'importe quel hacker, c'est Mitnick. Ça doit être lui. Maguire se prépare à agir, mais Shimomura l'arrête. Pas encore. S'ils agissent trop vite et que Mitnick sent la pression, il disparaîtra de nouveau. Peut-être pendant des années. Ils ont besoin de certitude, ils ont besoin de précision. Alors ils attendent, ils surveillent, ils collectent plus de données. Mitnick garde à faire des erreurs.
Il est confiant maintenant. Il a déjoué le FBI pendant des années. Pourquoi cela serait-il différent? Ce qu'il ignore, c'est que cette fois, le FBI n'est pas seul. Shimomura a construit des outils que le bureau n'a pas. Des équipements de suivi personnalisés. Des logiciels conçus spécifiquement pour détecter la signature cellulaire unique de Mitnick. Une technologie capable de réduire un signal à un pâté de maison. Mitnick n'a aucune idée que le filet se resserre. Février 1995. Le système s'allume. Un autre accès bref. Quelques secondes, mais suffisant. Encore la Caroline du Nord. Cette fois, le signal est plus propre, plus fort. Les données convergent. Raleigh. Maguire se mobilise immédiatement. Une équipe s'envole. Shimomura les accompagne, apportant son équipement. Raleigh est grande. 3 villes, Raleigh, Durham, Chapel Hill, des centaines de milliers de personnes. Trouver un seul hacker là-dedans, c'est comme trouver une seule étoile dans le ciel nocturne. Le temps est crucial. 13 février 1995. Shimomura roule à travers Raleigh dans une voiture banalisée avec 2 agents du FBI. Sur le siège arrière se trouve un détecteur de fréquences cellulaires de la taille d'une mallette. Une antenne s'étend vers le haut, scannant constamment. Les téléphones sont partout. Des milliers de signaux inondent l'air. Shimomura les filtre, ignorant le bruit, recherchant un motif spécifique. Le motif de Mitnick. Des heures passent, rien. Puis un bref signal. Juste quelques secondes. Shimomura le capte. Il marque l'emplacement. Environ 10 pâtés de maison dans le secteur nord-est de la ville. Ils reviennent côte la nuit suivante à la même heure. Mitnick se connecte à nouveau, 23h47. Une autre courte rafale, la même signature, plus forte cette fois. La zone de recherche se rétrécit. 5 pâtés de maison, puis moins. Utilisant plusieurs détections et les données des tours cellulaires, Shimomura triangule la source. Le signal mène au complexe d'appartements Players Club, bâtiment 202. Mais il y a 40 appartements à l'intérieur. Ils ne peuvent pas frapper aux portes, ne peuvent pas risquer de l'alerter. Si Mitnick réalise qu'ils sont proches, il disparaîtra avant le lever du soleil. Alors ils attendent, ils observent, ils écoutent. 15 février 1995. 1h15 du matin. Mitnick se connecte à nouveau. 8 secondes. C'est tout ce qu'il faut. L'équipement se verrouille. Bâtiment 2 Streup, 2e étage, côté est. 8 appartements possibles. Il recoupe les registres de location. La consommation d'eau et d'électricité, les méthodes de paiement. Une unité se démarque. Louée 3 semaines plus tôt. Dépôt en espèces. Pas de vérification de crédit. Nom du locataire. Brian Merrill. Brian Merrill n'existe pas. Le numéro de sécurité sociale est faux. La pièce d'identité est fausse. Tout est faux, c'est lui. Raleigh, Caroline du Nord. 15 février 1995, 1h30 du matin. Ken Maguire n'hésite plus. Il sait que c'est le moment. S'ils attendent et que Kevin Mitnick ressent la moindre pression, il disparaîtra à nouveau, peut-être pendant des années. 15 agents du FBI se rassemblent discrètement devant le bâtiment 202. Gilet pare-balles sécurisé. Armes prêtes, pas de cris, pas de précipitation. Ça doit être propre. À l'intérieur de l'appartement, Mitnick n'en a aucune idée. Il est assis à son bureau, ordinateur portable ouvert, casque audio sur les oreilles, doigts se déplaçant sur le clavier. Un autre système, une autre intrusion silencieuse. Un autre rappel que, dans son esprit, il est toujours intouchable. Il n'entend pas les pas dans le couloir. Il ne voit pas les agents se positionner devant sa porte. Puis le coup frappe. Fort, sec, autoritaire. FBI, ouvrez la porte. Tout s'arrête. Les mains de Mitnick se figent au-dessus du clavier. Pendant une brève seconde, ses pensées s'emballent. Ça ne peut pas arriver. Pas maintenant. Pas ici. Il était prudent. Toujours prudent. Le coup revient plus fort, indéniable. Il n'y a plus de doute. Mitnick regarde autour de la pièce. L'ordinateur portable, les disques durs, les téléphones clonés, les preuves empilées partout. Il pourrait tout détruire. Débrancher des câbles, effacer des disques, casser du matériel. Mais il n'y a pas le temps. Et il sait que détruire des preuves ne ferait qu'aggraver ce qui va suivre. Alors il se lève, marche vers la porte, prend une inspiration et l'ouvre.
Les agents se précipitent à l'intérieur instantanément, armes dégainées, voix se chevauchant avec désordre, mains en l'air, à terre. Mitnick obtempère immédiatement. Pas de résistance, pas de lutte. Après plus de 2 ans de cavale, il comprend la vérité. La chasse est terminée. Alors que les agents sécurisent l'appartement, Mitnick regarde vers l'encadrement de la porte. Et c'est là qu'il le voit. Tsutomu Shimomura, calme, silencieux, observant, l'homme dont il a piraté le système, l'homme qui a transformé cette affaire en une chasse personnelle. Malgré les armes, les cris, la fin de sa liberté, Mitnick sourit. Il ne peut s'empêcher. Il reconnaît Shimomura, le félicite, car même maintenant Mitnick comprend les règles du jeu, et il sait qui a gagné. Shimomura ne sourit pas en retour. Il se contente de hocher la tête. Sa partie est terminée. Après 2 ans et demi, après avoir traversé 25 États, des milliers de kilomètres et d'innombrables quasi-échecs, Kevin Mitnick est finalement en garde à vue. Les agents du FBI commencent à tout documenter. Des photographies sous tous les angles. À l'intérieur de l'appartement, ils trouvent plus de 100 codes de téléphone cellulaire clonés, 5 permis de conduire, 3 passeports, 4 cartes de sécurité sociale, tous portant le visage de Mitnick sous des noms différents, du matériel de clonage cellulaire, 7 disques durs remplis de données. L'analyse forensique révèle l'ampleur de tout cela. Code source de Motorola, documents internes de Nokia, fichiers de recherche de Sun Microsystems, archives d'emails de Fujitsu, base de données clients de NEC. Des dizaines d'entreprises piratées, leurs propriétés intellectuelles collectées comme des trophées. Les dommages estimés atteignent 80 millions. Mitnick fait face à 14 chefs d'accusation de fraude électronique, 8 chefs d'accusation de possession de dispositifs d'accès non autorisés, plusieurs chefs d'accusation de fraude informatique et d'interception illégale de communication, potentiellement 25 ans de prison. Los Angeles, 1996. Tribunal fédéral. Des caméras partout. Les titres de journaux le désignent comme le hacker le plus recherché d'Amérique. Les procureurs le dépeignent comme une menace numérique, capable de dommages catastrophiques. Une grande partie est exagérée, mais la peur est réelle. Mitnick est placé à l'isolement pendant 8 mois, jugé trop dangereux pour être près de téléphones, d'ordinateurs ou de tout appareil électronique. Le procès traîne en longueur. Les témoignages techniques submergent la salle d'audience. Le jury a du mal à comprendre. La sentence tombe. 46 mois, plus le temps passé en détention. Presque 5 ans au total. Et après sa libération, une interdiction de 3 ans d'utiliser des ordinateurs. Pour quelqu'un comme Mitnick, c'est une prison d'un autre genre. Il a gardé une longueur d'avance sur le FBI pendant 2 ans et demi. Les a déjoués encore et encore. Mais finalement, ce n'est pas un seul coup de génie qu'il a attrapé. C'était le confort, les habitudes, la confiance, de petites erreurs s'accumulant jusqu'à ce que la distance se réduise enfin. Los Angeles, Californie, novembre 1992. Vous avez regardé un homme disparaître. Son nom était Kevin Mitnick. Et pendant longtemps, il est vraiment devenu un fantôme. Los Angeles, Californie, novembre 1992. Vous avez regardé un homme disparaître. Son nom était Kevin Mitnick. Pendant 2 ans et demi, il a vécu en dehors du système, a échappé au FBI, a traversé 25 États, a écouté ses chasseurs planifier sa capture et a prouvé encore et encore que la partie la plus faible de tout système sécurisé n'est pas la technologie, ce sont les gens. En février 1995, la chasse s'est terminée dans un petit appartement de Raleigh, en Caroline du Nord. Le fantôme est redevenu réel. La légende a été menottée. L'histoire s'est close, du moins sur le papier. Mais la question demeure. Mitnick est allé en prison. Il a perdu des années de sa vie. Il a perdu sa liberté. Mais les systèmes qu'il a pénétrés, beaucoup d'entre eux, ont changé pour forever. Les entreprises ont réécrit leur politique de sécurité. Les gouvernements ont repensé la cybercriminalité. Toute une industrie a commencé à comprendre que les pare-feux et le chiffrement ne signifient que rien si la confiance peut être exploitée avec un appel téléphonique et les bons mots.
L'agent Maguire a attrapé son homme, mais seulement après des années de frustration, d'occasions manquées et de quasi-échecs. Shimomura a gagné sa guerre personnelle, mais seulement en se dédiant entièrement à la chasse. Et Mitnick, il a perdu la partie, mais il l'a changé. Alors qui a vraiment gagné? Le hacker qui a prouvé que le système était fragile, le FBI qui a finalement fermé le filet, ou un monde numérique qui a appris trop tard à quel point il était vraiment exposé? Parce que Kevin Mitnick n'a pas inventé le piratage, il n'a pas inventé la tromperie. Il a simplement révélé quelque chose de dérangeant, que dans un monde bâti sur la confiance, la vulnérabilité la plus dangereuse reste la nature humaine. Et cette vulnérabilité n'a jamais disparu.